Imaginez une silhouette qui surgit comme une énigme dans la lumière crue des podiums des années 90. Helena Christensen, regard vert hypnotique, démarche féline, était de celles qu'on ne pouvait ignorer. Mais derrière ce visage devenu icône, il y a toujours eu une question obsédante. Qui était-elle vraiment ? À l'apogée de sa carrière, alors que le monde entier se prosternait devant les supermodèles, Helena fit un geste inattendu. Elle s'éloigna du vacarme des défilés pour se cacher derrière un objectif photographique. Une décision jugée incompréhensible, presque scandaleuse, dans un milieu où chaque apparition se monnayait en millions de dollars. Était-ce un caprice, un cri de révolte, ou la preuve qu'Helena refusait d'être prisonnière de son propre mythe ? Son nom a traversé les décennies, lié aux histoires d'amour les plus tragiques, aux scandales les plus chuchotés, aux confidences les plus sombres. Une femme qui a connu la gloire absolue, la perte brutale et qui a transformé le silence en arme de survie. Ce soir, nous ouvrons un dossier rare, celui d'une femme qui a défié les règles de la mode, qui a traversé l'amour et la douleur et qui continue d'incarner un mystère fascinant. Helena Christensen, l'icône que personne n'a jamais pu vraiment posséder. Helena Christensen n'est pas née sous les projecteurs, mais dans la lumière grise de Copenhague un 25 décembre 1968. Son enfance porte déjà en elle une dualité qui marquera toute sa vie. Un père danois, typiquement nordique, et une mère péruvienne au sang chaud et au tempérament vibrant. Ce mélange inattendu fera d'elle une figure singulière, impossible à enfermer dans une catégorie. Dans la petite maison familiale, la rigueur scandinave cohabitait avec les récits exotiques venus d'Amérique latine. Helena grandissait entre deux mondes, entre deux cultures, entre deux miroirs. Son père, charpentier, incarnait la sobriété nordique, l'amour du travail bien fait, la discipline quotidienne. Sa mère, quant à elle, lui transmettait une autre vision du monde, la passion, la fierté de ses racines andines, le goût de la couleur et de la différence. Helena, enfin, se sentait parfois étrangère dans sa propre ville. Trop brune pour être vraiment danoise, trop scandinave pour incarner totalement l'Amérique du Sud. Cette tension identitaire deviendra plus tard une force, mais dans son enfance, c'était une source de doute et d'interrogation. À l'école, elle se distinguait déjà, non seulement par son physique atypique, de grands yeux verts qui semblaient sonder les âmes, des cheveux sombres et épais qui contrastaient avec la blondeur uniforme de ses camarades, mais aussi par son tempérament réservé. Helena observait plus qu'elle ne parlait. Elle cultivait une sorte de distance, une manière de se protéger dans un monde qui la trouvait différente. Cette différence, parfois source de moquerie, forgeait en elle une carapace solide. Son enfance fut marquée par une curiosité insatiable. Helena dessinait, écrivait des poèmes maladroits, passait des heures à feuilleter les rares magazines de mode que sa mère rapportait. Dans ces pages glacées, elle découvrait un univers qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui exerçait sur elle une fascination étrange. Les visages parfaits des mannequins, les silhouettes drapées de tissus somptueux, semblaient appartenir à un autre monde. Un monde qui lui paraissait inaccessible, presque irréel. Pourtant, il y avait déjà en elle une énergie latente, comme une flamme que rien ne pouvait totalement éteindre. Adolescente, elle se passionne pour la musique, la photographie, le cinéma européen. Elle rêve parfois de devenir peintre, parfois chanteuse, parfois exploratrice. Rien ne la destinait précisément au mannequinat, mais tout en elle témoignait d'une envie d'ailleurs, d'une quête de scène. Les étés passés au Pérou auprès de la famille maternelle seront décisifs. Là-bas, Helena découvre un monde de contrastes, les marchés colorés, les sons des fêtes populaires, la rudesse de la vie quotidienne. Elle se rend compte que la beauté peut naître aussi dans la pauvreté, dans l'effort, dans les visages marqués par le soleil. Cette expérience forge sa sensibilité artistique et son regard particulier, ce regard qui plus tard fera d'elle une photographe respectée. Mais à cette époque, Helena est encore une adolescente qui doute. Elle n'est pas certaine de sa place, ni totalement danoise, ni totalement péruvienne, ni totalement adolescente, ni encore femme. Elle erre entre deux identités, cherchant un miroir dans lequel se reconnaître. La mode, bientôt, lui tendra ce miroir, mais avant cela, elle doit affronter un autre obstacle, la vision conservatrice d'une partie de son entourage. Dans la Copenhague des années 80, devenir mannequin n'était pas un rêve noble. Pour certains, c'était une frivolité, voire une honte. Sa mère pourtant l'encourage. Elle lui répète que sa différence est sa richesse. Son père, plus réservé, observe avec inquiétude l'idée que sa fille unique puisse un jour quitter le foyer pour une vie incertaine. Cette tension familiale restera un fil rouge. Helena partira, mais emportera toujours avec elle la nostalgie de ses racines.
L'enfant curieuse, la jeune fille en quête de repères, la métisse entre deux mondes, voilà les fondations invisibles de celle qui deviendra une légende. Helena Christensen n'a pas rêvé enfant de devenir mannequin. Contrairement à beaucoup de jeunes filles fascinées par les vitrines des magazines, elle s'imaginait plutôt exploratrice, artiste ou photographe. Pourtant, le destin allait la conduire sur une trajectoire que ni elle ni sa famille n'avaient envisagée. Tout commence à Copenhague, au milieu des années 80. Helena a alors 16 ans, grande, élancée, déjà remarquée pour ses yeux verts perçants et son allure singulière. Elle accompagne une amie à un concours local de beauté, sans intention de participer. Mais un membre du jury la remarque dans la foule et l'encourage à tenter sa chance. D'abord hésitante, presque gênée, Helena finit par accepter. Quelques semaines plus tard, elle est élue Miss Danemark 1986. Ce couronnement change tout. Du jour au lendemain, son visage apparaît dans la presse danoise. Pour la première fois, Helena comprend que sa différence, ce métissage qui la faisait parfois douter, peut devenir une force. Pourtant, le titre de Miss n'était pas un passeport automatique pour la haute couture. Au contraire, il pouvait être perçu comme un obstacle, trop commercial, trop lisse, trop provincial pour la mode internationale. Mais Helena refuse de se laisser enfermer. À la maison, la réaction est mitigée. Sa mère est fière, convaincue que sa fille a trouvé une porte vers un avenir plus vaste. Son père, lui, craint pour sa stabilité. Le mannequinat lui semble un monde incertain, superficiel, où l'on peut être remplacé à tout instant. Helena, en silence, se débat avec ses propres peurs. Elle n'a jamais quitté Copenhague, elle n'a jamais affronté l'hostilité des castings internationaux. Et pourtant, quelque chose en elle brûle. Le véritable tournant arrive lors d'un casting à Paris. Envoyée par une petite agence danoise, Helena se retrouve au milieu de dizaines de jeunes filles venues du monde entier. Elle ne parle presque pas français, son anglais est hésitant et elle se sent perdue. Mais quand vient son tour de marcher, il se produit un déclic. Sur ce parquet froid, sous le regard sévère d'un directeur de casting, Helena déploie une démarche instinctive, féline, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Le silence dans la salle est lourd, suivi d'un murmure approbateur. On note son nom, on la retient. À 18 ans, Helena quitte le Danemark pour s'installer à Paris. C'est un arrachement. Les adieux à sa famille sont douloureux, mais elle sait qu'elle doit franchir ce pas si elle veut s'inventer un avenir. À Paris, elle découvre une vie rude. Petits appartements partagés avec d'autres mannequins, casting à la chaîne, humiliations fréquentes. On lui dit parfois qu'elle est trop exotique pour certains créateurs, d'autres la trouvent trop froide pour des campagnes de beauté. Chaque rejet est une gifle, mais chaque acceptation est une victoire. Ce milieu impitoyable forge rapidement son caractère. Elle se lève à l'aube, à courir d'un casting à l'autre, à sourire même lorsque la fatigue l'écrase. Elle observe, elle écoute, elle absorbe. Helena n'est pas seulement une beauté, elle est une stratège en devenir. Elle comprend que pour survivre, il faut créer un style, une identité reconnaissable. Cette identité naît d'un hasard. Lors d'un shooting test, le photographe lui demande de fixer l'objectif, sans sourire, avec intensité. Helena s'exécute. Le résultat est saisissant, un regard magnétique, presque troublant, qui captive immédiatement. Ce regard Christensen deviendra sa marque de fabrique. Les agences comprennent qu'elles tiennent là un atout rare, une mannequin qui dégage autre chose qu'une simple esthétique. Les premiers contrats suivent, des éditoriaux pour des magazines européens, des défilés secondaires mais prometteurs. Helena n'est pas encore une star, mais elle a franchi la barrière la plus difficile. Elle est entrée dans le cercle fermé de la mode internationale. Pourtant, tout n'est pas facile. Son statut de Miss Danemark reste dans certains esprits une étiquette embarrassante. Elle doit redoubler d'efforts pour prouver qu'elle n'est pas seulement une reine de beauté, mais une mannequin capable d'incarner la vision des plus grands créateurs. Chaque shooting est un test, chaque défilé une audition. Elle apprend à se réinventer constamment, à jouer des rôles différents, à se fondre dans les univers qu'on lui propose. Et dans cette bataille silencieuse, Helena révèle un trait essentiel, une résilience hors du commun. Là où d'autres auraient abandonné, elle persiste. Là où beaucoup auraient accepté les compromis, elle trace sa route. Elle garde en elle le souvenir des marchés péruviens, de la rigueur danoise, de ce mélange qui la rend unique. Ce n'est plus seulement une jeune fille de Copenhague, c'est désormais une femme en devenir, prête à conquérir les podiums du monde entier. Ce qui n'était qu'un hasard, un concours local, un casting à Paris, se transforme en destin. Helena Christensen est entrée dans l'arène. Les années 1990 s'ouvrent comme un rideau flamboyant sur une nouvelle ère.
celle des supermodèles. Helena Christensen, après avoir franchi les portes difficiles des castings parisiens, se retrouve bientôt propulsée au centre de ce phénomène planétaire. Le monde entier s'apprête à découvrir une silhouette qui, loin d'être conforme aux panneaux figés, impose une singularité magnétique. Sa première grande percée a lieu lorsqu'elle est choisie par Gianni Versace pour défiler lors d'un show à Milan. Dans un décor saturé de lumière, Helena apparaît vêtue d'une robe audacieuse, ses cheveux sombres retombant en cascade. Le public retient son souffle. Quelque chose d'inédit se joue. Sa démarche féline, ce mélange d'élégance et de puissance, séduit immédiatement les critiques. La presse italienne la surnomme « la sirène du Nord ». Puis vient Chanel, sous la direction de Karl Lagerfeld. Devant le regard glacé et exigeant du créateur, Helena impose son style. Là où d'autres semblaient se fondre dans l'esthétique de la maison, elle parvient à l'incarner sans se diluer. Ses yeux verts, perçants, hypnotisent l'objectif. Karl, connu pour ses jugements tranchants, aurait confié « Elle n'est pas seulement belle, elle raconte quelque chose ». C'est cette capacité à raconter qui fait d'Helena une muse insaisissable. Les campagnes publicitaires s'enchaînent. Revlon, Victoria's Secret, Prada, Dior. Les magazines Vogue, Elle, Harper's Bazaar se disputent ses couvertures. En 1991, sa carrière atteint un sommet inattendu lorsqu'elle apparaît dans le clip culte de Chris Isaak, Wicked Game. Tournée sur une plage en noir et blanc, la vidéo montre Helena dans une sensualité brute, presque sauvage, loin des artifices habituels de la mode. Le clip devient un phénomène mondial, et son image s'inscrit définitivement dans l'imaginaire collectif. Mais l'apogée d'Helena ne réside pas uniquement dans ses succès visibles. Elle appartient à ce club restreint des Big Five. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Christy Turlington et Helena Christensen. Ensemble, elles redéfinissent la mode. Elles ne sont plus de simples mannequins interchangeables, mais de véritables célébrités comparées aux rockstars. Les photographes comme Herb Ritts, Peter Lindbergh, Richard Avedon capturent leur aura et façonnent leur légende. Dans ces images iconiques, Helena se distingue par son intensité. Là où d'autres sourient ou posent avec froideur, elle hypnotise, elle brûle l'objectif. Son style de catwalk devient une signature. Contrairement à la démarche mécanique de certaines, Helena avance avec une fluidité animale, comme si la scène était son territoire naturel. Les créateurs la veulent parce qu'elle ne joue pas seulement un rôle, elle impose une présence. Sa différence, ce métissage qui avait suscité tant de doutes, devient alors son arme secrète. Elle incarne une beauté multiple, à la fois classique et étrangère, scandinave et latine. Les années de gloire sont aussi celles des voyages incessants. New York, Paris, Milan, Tokyo. Helena vit dans les avions, les hôtels, les studios photos. La fatigue est immense, mais chaque nouveau contrat repousse ses limites. Dans les coulisses, elle partage complicité et rivalité avec les autres supermodèles. Les tabloïds relatent leurs disputes supposées, leurs alliances fragiles. Pour le public, elles sont des déesses. Pour Helena, elles sont surtout des concurrentes qu'il faut dépasser sans jamais fléchir. Au sommet de sa carrière, Helena réussit là où beaucoup échouent. Elle impose son identité sans se laisser avaler par l'industrie. Elle ne ressemble à aucune autre, elle ne cherche pas à imiter. Elle devient un archétype à elle seule. Dans la mode, ce privilège est rare et fragile. Mais Helena sait l'entretenir par sa singularité et sa discipline. Ces années dorées laissent une empreinte indélébile. Helena Christensen n'est plus une jeune fille de Copenhague devenue Miss. Elle est devenue une icône mondiale, immortalisée sur de dizaines de couvertures, célébrée sur les podiums les plus prestigieux, adulée dans les campagnes qui ont marqué une génération. C'est l'apogée, la période où tout semblait possible, où le monde de la mode s'incline devant elle. Mais derrière l'éclat des flashs, une question persiste. Jusqu'où peut-on aller avant que l'apogée ne se transforme en chute ? Au sommet de sa carrière, Helena Christensen aurait pu se contenter d'être une simple icône décorative. Multiplier les contrats, accepter les règles sans discuter, incarner l'image parfaite que l'industrie attendait d'elle. Mais Helena n'était pas de celles qui se laissent enfermer dans un rôle. Elle portait en elle une différence trop forte pour se plier au diktat. C'est cette rébellion silencieuse qui l'a transformée en véritable symbole. D'abord, il y eut sa manière de gérer son image. Alors que la plupart des supermodèles jouaient le jeu de l'exposition permanente, Helena choisissait la rareté. Elle refusait certains contrats qui lui semblaient artificiels ou contraires à ses convictions. Ses agents, parfois exaspérés, la trouvaient imprévisible.
Mais cette imprévisibilité était sa marque de fabrique. Dire non, dans un milieu obsédé par le oui, c'était déjà une révolution. Elle s'est aussi démarquée par sa capacité à assumer pleinement sa sensualité. Elena n'a jamais craint la nudité artistique, contrairement à d'autres mannequins de sa génération. Mais pour elle, poser nue n'était pas un acte de provocation gratuite. C'était un moyen de revendiquer la liberté de son corps, de montrer qu'une femme pouvait maîtriser sa propre image sans être réduite à un objet. Ses shootings pour Elle ou Harper's Bazaar faisaient scandale et fascination à la fois. Certains y voyaient une audace féministe, d'autres une provocation dangereuse. Elena, elle, restait impassible. Un autre aspect de sa rébellion résidait dans sa volonté de se détourner des standards de beauté figés. Elena portait en elle le métissage de ses origines danoises et péruviennes. Dans une industrie encore largement dominée par une esthétique homogène, elle imposait ses cheveux sombres, ses traits marqués, son regard atypique. Quand certains magazines lui reprochaient d'être trop latine ou pas assez scandinave, elle en riait. Car ce que d'autres voyaient comme une faiblesse, elle le transformait en identité. Sa différence s'exprimait aussi dans ses choix de carrière. Là où d'autres se concentraient exclusivement sur les podiums et les campagnes, Elena osait explorer des territoires nouveaux. Sa passion pour la photographie, qu'elle développera plus tard, était déjà présente. Elle observait attentivement les photographes qui la capturaient, elle posait des questions, elle apprenait. Beaucoup jugeaient cela inutile. Un mannequin n'était pas censé devenir artiste. Mais Elena refusait d'être réduite au rôle de muse. Elle voulait être créatrice. Cette attitude lui valut de nombreuses critiques. Certains directeurs de casting la considéraient comme difficile. Des agences la qualifiaient d'ingérable. Mais paradoxalement, c'est cette réputation qui la rendait plus désirable encore. Car Elena ne ressemblait à personne. Elle incarnait une forme d'intégrité rare dans un milieu de compromis. Elle fut également l'une des premières à prendre la parole sur la pression psychologique et physique imposée aux mannequins. Sans se livrer entièrement, elle laissait entendre que ce monde pouvait broyer les plus fragiles. Dans des interviews discrètes, elle évoquait la solitude, l'obsession du corps parfait, les excès des coulisses. Ses confidences, loin d'être des plaintes, étaient des avertissements. Elena ne dénonçait pas frontalement, mais elle semait le doute, elle fissurait le vernis. En osant dire non, en osant assumer sa différence, en osant sortir du cadre, Elena Christensen est devenue plus qu'une mannequin. Elle est devenue un symbole de résistance. Elle rappelait que l'élégance ne réside pas seulement dans les vêtements que l'on porte, mais aussi dans la dignité avec laquelle on refuse ce qui nous dénature. Mais cette posture de rébellion, si elle nourrissait sa légende, n'était pas sans conséquence. Car dans une industrie aussi impitoyable, chaque refus, chaque silence, chaque différence avait un prix. Dans l'univers éclatant de la mode, la lumière est souvent trop vive pour ne pas brûler. Elena Christensen, malgré son aura indomptable, n'a pas échappé aux blessures invisibles. Son parcours fut jalonné de triomphes, mais aussi de moments sombres, d'épreuves qui auraient pu briser une femme moins résiliente. La plus marquante reste la mort tragique de Michael Hutchence, chanteur d'In Excess et amour passionnel d'Elena. En 1997, lorsqu'il est retrouvé sans vie, le monde entier scrute la douleur de la mannequin. Les tabloïds la guettent, cherchant à transformer son chagrin en spectacle. Pour Elena, ce deuil devient un traumatisme intime et public à la fois. Elle choisit alors le silence, refusant d'alimenter le scandale. Mais ces silences la marquera durablement. Dans sa carrière, les blessures se manifestent aussi sous d'autres formes. Elena disparaît parfois des podiums pendant de longs mois. Certains parlent de dépression, d'autres de fatigue, d'autres encore de conflits avec ses agences. La vérité reste diffuse, comme souvent avec elle. On devine simplement une lassitude face aux exigences d'un milieu qui use les corps et les âmes. Les critiques ne manquent pas non plus. Lorsqu'elle se lance dans la photographie, beaucoup ricanent. On la juge prétentieuse, incapable de passer de l'autre côté de l'objectif. Mais Elena persiste, s'expose, impose son regard. Pourtant, ces doutes répétés constituent autant de blessures invisibles. Il y a aussi ces rumeurs constantes, ces insinuations perfides, trop différentes, trop distantes, trop rebelles. Elena Christensen semble condamnée à être toujours trop pour certains et pas assez pour d'autres. Cette contradiction permanente finit par l'isoler. Elle ne disparaît jamais totalement, mais elle s'éloigne volontairement, choisissant la rareté plutôt que la surconsommation. Ces épreuves, ces silences, ces absences construisent une autre facette de son mythe.
Helena n'est pas seulement une déesse triomphante, elle est aussi une femme meurtrie qui a connu la perte, la fatigue, la solitude. Et c'est précisément cette fragilité assumée qui rend sa légende encore plus humaine, encore plus poignante. Helena Christensen n'est pas seulement un visage figé dans l'histoire des années 90. Elle est une empreinte, un mystère, une énigme vivante qui continue de hanter la mémoire collective de la mode. Son héritage ne réside pas uniquement dans ses défilés triomphaux ou ses couvertures iconiques, mais dans sa capacité à défier les règles, à dire non quand tout l'exigeait d'elle, à transformer ses silences en armes. Elle a ouvert la voie à une beauté différente, à une singularité qui échappe aux standards. Elle a prouvé qu'une mannequin pouvait être plus qu'un corps exposé, une artiste, une créatrice, une femme maîtresse de son image. Elle a incarné l'idée que la vraie force ne réside pas dans la conformité, mais dans la résistance. Aujourd'hui, alors que de nouvelles générations foulent les podiums, Helena reste une référence, une icône rare. Son nom évoque autant la gloire que la fragilité, autant la sensualité que la douleur. Elle n'a jamais tout dit, et c'est ce non-dit qui entretient le mythe. Peut-être que sa plus grande leçon tient en une seule question laissée ouverte. Et si la véritable beauté était celle qui refuse de se livrer entièrement? Helena Christensen n'a pas seulement marqué son époque, elle l'a transcendée. Et son énigme, elle, continue de nous échapper.